Bonjour, c'est Japanman et bienvenue dans mes lectures manga de mai 2025. Donc la vidéo où on va passer en revue ce que j'ai lu ce mois-ci, c'est parti. Alors, on va commencer avec le tome 31 de One Punch Man. Donc, ce tome-ci, je l'attendais avec impatience. Je peux vous dire pourquoi sans spoiler, je pense, vu la couverture. Parce que il allait, de toute évidence, vu ce qui se passait à la fin du tome 30, mettre en scène King. Donc King, c'est lui pour ceux qui ne savent pas. King, qui est donc, alors peut-être pas un de mes personnages préférés de One Punch Man, enfin quoique, si sûrement. Mais surtout, le truc qui me parle bien avec King, c'est que il est le réceptacle de mon type d'humour préféré dans les animés et les mangas. Peut-être même préféré tout court. C'est-à-dire que moi, j'adore, mais vraiment j'adore, cet humour qu'il y a dans certains mangas de quiproquo de l'extrême. Vous voyez ce que je veux dire un peu? C'est-à-dire que, parfois, dans les animés et les mangas, t'as le perso le plus faible du monde qui est pris exagérément pour le big boss, quoi. Donc il y a ça dans plusieurs mangas, hein. Mais par exemple, l'exemple le plus connu, je pense, de ça, c'est par exemple certaines scènes avec Usopp dans One Piece. Voilà, c'est pour donner l'exemple qui à mon avis est le plus populaire, le plus connu. Mais c'est pas l'exemple le plus extrême. Il y a d'autres séries plus extrêmes, dont une dont on parlera sans doute un peu plus loin dans la vidéo. Mais voilà, moi j'adore cet humour de quiproquo. J'adore quand le perso le plus nul est, par un concours de circonstances, pris pour le perso le plus puissant de l'univers. Et pas seulement quand il est question de puissance, hein, mais vraiment de manière générale, c'est un type d'humour que je trouve hilarant dans les animés et les mangas, parce que c'est tellement bien mis en place. Donc voilà, moi j'attendais ce tome avec impatience, parce que justement, il était centré sur King, et on allait voir de manière... sans qu'il puisse s'esquiver, en gros King allait devoir nous faire encore une fois la démonstration de sa chance incroyable et de ses quiproquos de dingue. Donc je dis pas ce qui se passe et comment ça se passe et quoi que ce soit, hein, mon but c'est pas de vous spoiler, mais tout ça pour dire que ce tome j'attendais avec impatience. Donc ma crainte un peu entre guillemets, si je devais craindre quelque chose, c'est que ça soit expédié en 2 secondes et qu'en fait au final on passe à autre chose. Ça va, ils prennent un peu de temps. C'est pas genre 2 pages, il y a un gag et puis après King il est hors de l'histoire. Non, vraiment tout le long de l'histoire il se passe des trucs et ça influe sur le malentendu qu'il va y avoir vis-à-vis de King. Donc très cool, moi c'est mon type d'humour préféré dans les mangas, dans les animés. Donc King, super perso, j'espère qu'il sera encore mis en avant à l'avenir dans d'autres gags du même genre. Parce que moi j'adore quand il se passe ce genre de choses. Voilà. Sinon One Punch Man toujours sympa, on est toujours dans cet arc final qui n'en finit pas. Enfin arc final pas forcément du manga, mais en tout cas disons que ça fait plusieurs tomes que je vous dis que c'est probablement la fin et c'est jamais la fin. Donc voilà, je sais pas encore combien de boss secrets et de méchants qui ont survécu on va encore avoir avant la fin de cet arc. Mais s'il y a des bons gags comme celui de King au fur et à mesure de cette fin, ça me dérange pas. Alors ensuite le tome 27 de Dr Stone. Alors ça c'est assez particulier. Alors je sais pas si je vais spoiler Dr Stone. Je pense que oui, on va dire que oui. Je n'en doute, on va dire que oui. Donc si vous voulez pas vous faire spoiler Dr Stone, je vous invite à partir. Pourquoi? Parce que ce tome est un peu spécial. C'est un tome final après le tome final, si vous voulez. C'est-à-dire que la série était officiellement finie, il me semble, mais ils ont rajouté un tome. Donc c'est difficile d'en parler en détail sans parler du fait qu'il y a eu la fin juste avant, quoi, vous voyez. Donc voilà, je vais spoiler, je pense, Dr Stone dans ce segment. N'hésitez pas, il y a des timecodes à passer au segment suivant si vous voulez voir le manga d'après. Du coup, ce tome 27, qu'est-ce qu'il a de particulier? Comme je l'ai dit, c'est un tome final après le tome final, donc c'est-à-dire qu'il a été rajouté. Et on sent une volonté de développer quelques trucs qui étaient sous-entendus comme... et l'aventure continue, quoi, vous voyez, à la fin du tome précédent. Donc la fin n'était pas totalement fermée et du coup on nous exploite un peu ce qui peut se passer autour de cette fin qui n'était pas fermée du coup. Là où ça peut vous paraître un peu paradoxal vu ce que je viens de dire, c'est que cette fin là du tome 27 n'est pas non plus une fin fermée. Donc on est encore sur le mode et les aventures continuent, ouais, ils vécurent de nombreuses aventures avant d'arriver à leur objectif. Vous voyez, on est un peu dans cet esprit là. Donc de ce côté là c'est un peu surprenant parce que on a une suite après la fin qui était encore un peu ouverte, mais qui au final reste encore ouverte malgré tout après ce tome. Donc la volonté visiblement c'était pas de clore une bonne fois pour toute l'histoire de Dr Stone, c'était vraiment juste de nous rajouter quelques chapitres, quoi. D'ailleurs ces quelques chapitres j'aime bien parce que moi je suis très romance, donc du coup j'aime bien quand il y a un peu de conclusivité aux romances. Vous voyez, j'aime bien moi le chapitre où tu les vois, ils sont tous plus vieux, ils ont tous des enfants, machin, tu vois qui a fini avec qui, etc., etc.
Et du coup, je suis content que... Alors, c'est pas centré là-dessus, mais ils font quand même 2-3 clins d'œil aux romances et aux trucs comme ça qui n'ont pas été développés jusqu'à la fin. En mode, t'inquiète, j'ai pas oublié. Voilà, si un jour il y a une suite, il y aura cette romance-là aura eu lieu, machin. C'est toujours, il l'a toujours en tête, quoi, l'auteur. Du coup voilà, petite suite sympathique qui exploite, comme j'ai dit que je pouvais spoiler, je vais vous le dire, qui exploite le fait qu'ils essayent d'inventer le voyage dans le temps. D'ailleurs ça a des répercussions sur l'histoire vis-à-vis de Byakuya, on a des nouveaux éléments, mais du coup je ne sais pas si ça décanonise Byakuya. Parce qu'en fait Byakuya, c'est, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, j'ai mis une image à l'écran normalement, si le mois du montage n'est pas trop incompétent. Et du coup Byakuya c'est quoi? C'est le spin-off. Donc c'est sorti pendant la publication de Dr Stone, donc c'était bel et bien un spin-off non canon. C'est comme ça qu'on nous l'a présenté à la base en tout cas, qui nous montrait l'histoire de, en gros, de Byakuya qui est dans l'espace et qui réussit plus ou moins à survivre grâce à un robot qui vient l'aider, etc. Et donc dans cette histoire, c'est invraisemblable, quoi. Ça ne peut pas être canon avec l'histoire principale a priori, parce que bah, Byakuya il est mort, quoi. Et il est revenu sur Terre, etc. Sauf que on découvre dans Dr Stone, donc à la fin de Dr Stone, qu'ils inventent le voyage dans le temps. Enfin, en tout cas, c'est leur objectif. À la fin du tome 26, ils sont en mode « Allez, inventons le voyage dans le temps. Ah, c'est bien parti. » Et du coup, quand ils inventent le voyage dans le temps, on voit qu'ils veulent envoyer un robot dans le passé. Et ce robot, c'est quoi? Bah, c'est le robot du spin-off Byakuya. Du coup, on se dit « Ah, d'accord. Ça veut dire qu'en fait, Byakuya, c'est peut-être canon. Peut-être que c'est pas, si c'est un spin-off mais qui peut pas être canon, c'est peut-être en fait parce que ça se passe dans la timeline où ils ont envoyé le robot dans le passé pour aider Byakuya. Et du coup, ça fait du sens maintenant. Et du coup, ah, tout a du sens, le spin-off pas canon, en fait, il était canon, mais c'est parce qu'ils ont altéré la timeline. Voilà, donc tout ça, c'était en mode waouh, à la fin, c'était plutôt cool. Sauf que là, vu qu'il y a des nouvelles révélations et des changements vis-à-vis de Byakuya, je ne sais plus si ça peut encore être canon. Je vous avoue que j'ai plus les détails en tête. Donc je saurais plus dire, parce qu'il y a vraiment des révélations sur ce qui pourrait être advenu de Byakuya et comment ils comptent procéder, et est-ce qu'ils ont réussi ou pas, vu que techniquement, bah, vu qu'ils voyagent dans le temps, s'ils l'ont déjà fait, ben ça peut se voir, et puis à la fin on sait pas trop s'il y a la preuve, mais c'est sous-entendu, enfin voilà, c'est un peu compliqué. Tout ça pour dire que, peut-être que Byakuya n'est plus canon, mais déjà qu'on savait pas trop s'il était canon à la base, bon voilà. Je sais pas si... Je suppose que je suis pas le seul à m'être posé la question en lisant ce tome, donc... Voilà, j'ai plus les détails en tête, je ne sais plus si Byakuya peut être canon maintenant. Mais en même temps, on était sûr de rien déjà à la base, donc bon. Voilà, sinon, toujours sympa d'avoir une petite suite comme ça, un truc qui était fini. Alors, un peu stressant quand, comme moi, t'es en mode complétionniste, et moi, par exemple, vous voyez, j'ai une limite de 3 tomes de retard. Je m'autorise que 3 tomes de retard sur les séries où je suis activement en train de les lire, vous voyez. Donc... quand il y a des trucs comme ça, quand les séries redémarrent par surprise comme ça, il y a quand même un petit peu de stress derrière de oulala, si j'avais pas remarqué, je me serais fait avoir et j'aurais pu accumuler plus de 3 tomes de retard. Mais bon, ça va, généralement quand il rallume une série comme ça, c'est pour lui remettre un tome. Ou alors un tome tous les 6 ans, enfin vous voyez. Donc ça va, il n'y a pas trop de stress en vrai. Mais sympathique du coup de voir des séries se ressusciter comme ça juste pour un tome. Après c'est une série plutôt récente donc c'est pas si surprenant, mais voilà. Ah bah tiens, puisqu'on parlait de séries qui se ressuscitent pour un tome. Donc Barakamon, c'est une série très sympathique. Donc là c'est Barakamon Day by Day, vous noterez. Donc là on est sur le tome 19. Pourquoi je dis ah bah tiens? Bah parce que comme Dr Stone, c'est une série qui a eu un tome supplémentaire surprise. Celui-là est d'autant plus surprise que Barakamon, c'est moins récent que Dr Stone. Barakamon c'est beaucoup plus vieux. Enfin beaucoup, entre guillemets quoi. Et du coup... c'est d'autant plus intriguant parce que non seulement il y avait le tome 18 qui était le dernier, mais il y avait même eu un tome 18 plus 1. Donc qui était un peu en mode fanbook, en mode, vous voyez, ce genre de tome bonus. Je crois que Death Note par exemple, il y a aussi un tome bonus à la fin qui n'est... Enfin voilà quoi. Donc là, on était vraiment sur le tome 18 plus 1, c'était le tome c'est fini, tiens les petits bonus supplémentaires, les illustrations, les histoires courtes que j'ai pas mis, enfin voilà. Il y avait vraiment déjà un tome 19 entre guillemets, sauf que c'était le 18 plus 1 qui s'appelait. Et là, par surprise, comme ça un jour, je vois, ils annoncent qu'il y a un tome 19. Ah ouais, d'accord, au Japon ils sortent un tome 19, bon d'accord. Et du coup j'étais très curieux de le lire, et avant de le lire, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai profité pour regarder l'animé de Barakamon, parce que l'animé je l'avais jamais vu. En fait moi, bon, pour vous faire la petite histoire vite fait, parce que j'aime bien raconter ma vie, en gros j'avais découvert l'univers de Barakamon, enfin j'en avais déjà entendu parler, mais j'avais découvert concrètement en regardant l'animé de Andakun. Andakun,
hilarant, c'est typiquement, vous vous souvenez quand je vous parlais de King tout à l'heure, de l'humour, de quiproquo absurde, Andakun c'est 100% de ça. Tous les épisodes c'est ça. Et c'est absurdement exagéré. J'adore Andakun, c'est hilarant. Après ça fait longtemps que j'ai pas vu, mais franchement j'en ai un super bon souvenir. Donc du coup voilà, j'avais vu Andakun il y a 10 ans, je sais pas. Et du coup voilà, je m'étais arrêté là en fait vis-à-vis d'Andakun et je l'avais rajouté à ma liste d'animés terminés. Alors ce que je veux dire moi par animés terminés, c'est vraiment les animés où j'ai vu toutes les séries quoi, hein, y compris les spin-offs, y compris tout quoi. Donc vraiment, je l'ai ajouté à ma liste d'animés terminés, c'est bon cette licence là, j'en ai fait le tour en animé, j'ai tout vu. Sauf que c'était au début de ma liste et du coup j'étais un peu moins vigilant et un peu plus tard je me suis rendu compte, ah mais attends, en fait j'ai pas vu l'animé de Barakamon. Du coup c'était une des erreurs dans ma liste quoi, c'était ah non je l'ai mis dans ma liste alors, mais c'est une liste sous forme d'image, normalement elle est affichée à l'écran là, du coup c'est plus difficile de la modifier, alors je pourrais techniquement mais vu que j'ai mis longtemps à m'en rendre compte, j'avais pas envie de la modifier, enfin voilà, vous voyez quoi, du coup c'était pendant longtemps parmi ma liste un élément erreur quoi, c'était un élément qui n'était pas censé être là parce qu'il n'était pas réellement à jour, et il se trouve que au bout d'un moment j'ai fini par avoir la chance d'avoir tous les tomes de Barakamon. Alors du coup j'ai lu le manga Barakamon, donc du tome 1 au tome 18 et le 18+1, et sauf que là du coup j'allais pas regarder l'animé après avoir lu le manga récemment quoi. Du coup j'attendais la bonne occasion, j'attendais d'avoir suffisamment oublié, j'attendais qu'il se passe un truc qui m'invite à aller voir l'animé. Et là qu'est-ce qui est arrivé? Le tome 19. L'excuse parfaite pour me revoir l'animé histoire de me rafraîchir la mémoire, vous voyez ce que je veux dire? Du coup j'en ai profité, j'ai regardé l'animé, du coup voilà, il n'y a plus qu'à attendre que le manga Andakun sorte en France, hein, si un jour ça arrive, et là j'aurais fait la complète, mais voilà, en attendant j'ai regardé l'animé, c'était très sympathique, ça m'a rappelé pourquoi j'aimais bien, c'était mignon, c'était cool, même si forcément il n'y a que le début de l'histoire, il n'y a pas tout le manga, mais bon. Et du coup, ensuite, j'ai pu me lire ce tome 19. Et ce tome 19, alors pour ceux qui se demandent ce que c'est, je vais rien spoiler, de toute façon il n'y a pas grand chose à spoiler pour être honnête, en gros c'est la suite. Mais genre littéralement la suite. Genre c'est pas une, je sais pas, c'est pas une histoire en mode voici ce qui leur est arrivé ensuite. C'est vraiment juste alors ça se passe un petit peu après dans la timeline quoi, ça se passe un petit peu dans le futur. Ça se passe vraiment chronologiquement après tout ce qu'on a vu dans le manga, mais c'est juste la suite en fait. C'est vraiment genre comme s'il y avait eu un tome 19 de Barakamon. C'est pas un truc en fanfare où on nous montre tous les persos du futur et tout ce qu'ils sont devenus. Non, c'est vraiment juste la suite. C'est genre, imagine ça s'est pas arrêté au tome 18. Bah voilà, ils vivent leurs petites aventures encore pendant un tome 19. À mon avis, c'est ça le débat idée. Je pense que l'auteur se laisse le loisir de sortir un tome comme ça tout. Si dans 2 ans il veut faire un petit tome, et ben il fait un petit tome, il met des petites histoires, et puis il se passe des trucs, et puis c'est marrant, et puis c'est cool parce que tu revois les persos que t'aimes bien. Donc voilà, c'est vraiment genre de la tranche de vie. C'est pas un truc en fanfare, c'est pas l'histoire elle s'appelle Naru, je crois, elle. Hein. C'est pas l'histoire de Naru qui a 14 ans et qui vit sa vie. Et puis non, c'est pas l'histoire de Honda qui est devenu vieux et qui... Non, c'est juste... Imagine, ça c'est pas fini au tome 18, bah t'as un peu de la suite. Voilà, un peu 2-3 trucs qui s'est passé après. Les personnages sont toujours là, ils vivent leur vie, c'est cool. Donc voilà, moi, le petit débat idée me laisse l'espoir que ça soit vraiment une série semi-finie, quoi, Barakamon. C'est-à-dire une série finie, mais où, quand ça lui chante, l'auteur il sort des petits chapitres. Voilà. C'est pas une mauvaise idée, en vrai. C'est une série qui est finie, mais c'est pas fermé, quoi. Si jamais demain si jamais demain il a assez d'idées pour faire un tome, et ben hop. Un peu de vie de Honda et de ses amis, c'est pas plus mal. Moi j'aime bien. Donc sympathique. Je suis content que ça m'ait permis de voir l'animé. Et du coup, maintenant, le Andakun dans mon image des animés finis n'est plus une erreur. Et ça, c'est toujours sympathique. Donc voilà, petit homme surprise, très sympathique. Si vous connaissez pas Barakamon, je vous le conseille grandement. Et si vous n'êtes pas trop tranche de vie, que vous préférez l'humour, Andakun, c'est de l'or. Voilà. Enfin, je trouve en tout cas. Ensuite, le tome 20 de Classroom for Heroes. Alors, Classroom for Heroes, plus j'y réfléchis, plus j'adore en fait. Pour vous rappeler un peu ce que j'en pense, en gros, Classroom for Heroes, c'est l'histoire d'un Brave, donc un héros quoi, un ancien héros. Brave, je crois que c'est comme ça qu'ils ont traduit Yusha ou un truc comme ça qui veut dire héros, mais en fait il y a différents mots pour dire héros. Il y a Eiyu aussi, je crois, en japonais. Enfin voilà, c'est un peu compliqué, mais tout ça pour dire qu'en gros c'est le héros. Voilà, c'est le gars qui a battu le roi démon, machin, tout ça. Vous voyez le genre? Et donc du coup c'est un ancien héros surpuissant, mais vu qu'il était surpuissant dès qu'il était très très jeune quoi,
et qu'il a été entraîné et tout machin, là il veut une vie normale, il a battu le roi démon machin, ok maintenant il veut une vie normale, donc il va à l'école, et en gros ça devient une sorte de slice of life à l'école, mais à l'école de magie, dans un monde de fantasy, avec des personnages en couleur, etc. Et il y a aussi une grosse composante romance haremesque, voilà, donc il y a plein de persos féminins et tout. Et du coup, c'est un manga que j'aime beaucoup parce qu'en fait c'est typiquement dans mon délire. Moi j'aime bien la romance, j'aime bien la comédie, j'aime bien la tranche de vie quand c'est amusant, j'aime bien les mondes de fantasy, j'aime bien tout ça. Donc pour moi c'est vraiment pile dans mon délire. Mais en même temps, je peux pas empêcher de trouver que ça va trop loin dans le délire. C'est-à-dire que c'est une série qui pour moi dure depuis trop longtemps. Au sens où on est vraiment dans un... Il y a vraiment genre il doit y avoir quoi, une quinzaine de waifus. Il y a les persos secondaires, genre les potes du héros qui sont des persos secondaires, qui ont leur propre harem, tellement il y a de romance partout. Voilà. Et donc, moi, mon avis sur cette série, c'est que ça dure depuis trop longtemps, mais c'est génial que ça dure depuis trop longtemps, parce que ça part tellement loin, tu veux voir jusqu'où ça va aller. Genre, ce sera quoi le roster final des personnages secondaires, quoi, s'ils rajoutent des waifus tous les 3 tomes, quoi. Donc, je veux que ça continue absolument le plus longtemps possible, mais pour quelqu'un qui n'est pas dans le délire, ça dure depuis trop longtemps, depuis genre 10 tomes. Vous voyez le genre? Donc, Class of Heroes, c'est vraiment une série qui est fascinante à suivre pour ça. Mais ça, je l'ai déjà dit dans des autres vidéos. Là, je vais aller sur un autre détail qui, du coup, est peut-être un peu plus négatif. Oui, le fait que ça dure trop longtemps, c'était un élément positif jusque-là. Le détail un peu plus négatif, c'est que, du coup, la caractérisation des personnages est peut-être un peu aléatoire. Parce que, je dis ça parce que, par exemple, vous voyez le personnage principal, là, donc le Brave, celui avec les cheveux moitié blanc, moitié noir, là. Et ben, ce personnage-là principal, il est très innocent, très bébête, enfin, il ne sait rien du monde réel, vu qu'il a été élevé à combattre le roi démon et ce genre de choses toute sa vie. Et du coup, il est notamment très hermétique à tout ce qui peut être romance, tout ce qui peut, voilà, dans ce champ-là, quoi, de romance, même quand il y a une scène ecchi, enfin, lui, il comprend pas, quoi, vous voyez le genre. Et sauf que du coup, le personnage... à certains chapitres, il est en mode c'est quoi un bisou, je comprends pas ce que vous racontez. Mais d'autres chapitres, il va être beaucoup plus jaloux, enfin beaucoup plus impliqué dans la romance, vous voyez. Ça paraît un peu aléatoire. On pourrait se dire que c'est une évolution de personnage parce qu'il y a certains passages de l'histoire où il apprend à être jaloux, entre guillemets, dans l'histoire. Mais c'est très ponctuel. Il choisit quand il a envie d'être jaloux et il choisit quand il a envie de rien comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, tu te dis que la caractérisation du personnage est un peu bancale et un peu aléatoire. C'est-à-dire qu'un chapitre, il y a quelqu'un qui va parler à sa waifu, il va être jaloux, et le chapitre d'après, il va même pas comprendre c'est quoi un bisou, quoi. Enfin, vous voyez, je caricature un peu, mais c'est un peu ça. Et il y a d'autres caractérisations comme ça qui sont un peu aléatoires, on va dire. Un élément dans ce tome d'ailleurs qui permet un peu de le remarquer, mais en même temps de remarquer que l'auteur a l'air d'en être conscient à un certain degré, c'est que par exemple il y a le personnage de Claire, je crois qu'elle s'appelle, désolé si je mélange les noms, mais qui est genre un personnage où en fait c'était pas clair de qui elle était amoureuse dans l'histoire, parce que si tu suis, elle a un peu un coup de cœur sur le héros, mais aussi sur un des persos secondaires. Parce que comme je vous ai dit, les persos secondaires ont leur propre harem dans cette série, tellement il y a de waifus. Et du coup, voilà, c'était pas clair en fait de qui elle était amoureuse, et il y a un chapitre justement qui sert uniquement à remettre ça un peu à plat, dans ce tome. Donc l'auteur doit en être un peu conscient que parfois ces caractérisations de personnages partent un peu dans tous les sens et sont un peu inconsistantes. Donc bon, s'il en a conscience, c'est peut-être qu'il essaye de remettre les trucs à plat. Mais c'est vrai que parfois, tu ouvres un tome et tu as l'impression d'être un peu dans une série différente. Genre les personnages sont légèrement un peu à côté de ce qu'ils sont dans les tomes précédents. Et du coup, moi à plusieurs reprises, je me suis retrouvé à me dire ah mais c'est un peu l'histoire a pas un peu changé d'ambiance. Donc voilà. Après, encore une fois, c'est un vrai plaisir de voir à quel point ça va loin. Je veux que ça aille tellement loin cette série. Voilà, c'est vraiment une série qui pour moi aurait décemment pu s'arrêter il y a 10 tomes. Hein. Et ça aurait pas été trop peu, quoi. Il y a plusieurs arcs qui auraient pu faire office d'arc final jusque là. La série aurait pu s'arrêter vu qu'il y a un côté très tranche de vie. Il n'y a même pas vraiment de fil rouge final, quoi. Je veux dire, ce serait quoi la fin de la série pour ceux qui lisent Classroom for Heroes?
il se passerait quoi à la fin de la série? Genre le roi démon ressuscite et ils le battent tous ensemble, du coup la morale de l'histoire c'est que le Brave maintenant il a des amis pour l'aider à battre le roi démon. À mon avis l'arc final ce sera un truc dans le genre là. Mais vraiment l'arc final pourrait arriver au tome 21 ou au tome 79, ça changerait pas grand chose dans cette série je pense, si ce n'est que justement le roster de personnages secondaires un peu haut en couleur ne fait que s'étoffer et ils débloquent tous des pouvoirs et puis ils débloquent des formes et des fusions et des machins. Et j'adore le fait que ça parte trop loin personnellement. En fait, au début, ça devenait un peu too much, mais on arrive à un stade où c'est tellement too much que ça en devient fascinant. Et du coup, j'adore. Voilà. Donc, Classroom for Heroes, je vous le conseille si, et seulement si, c'est dans votre délire. Ce genre de DA un peu fantasy, un peu romance, un peu slice of life, un peu harem, un peu... Vous voyez avec un peu de ecchi sur les bords aussi, je précise au cas où. Donc voilà, Classroom for Heroes, si c'est dans votre délire, vous allez délirer justement. Mais si c'est pas dans votre délire, vous allez vite trouver ça long, je pense. Donc voilà. Ensuite, le tome 1 de Hellfire Messenger. Donc Hellfire Messenger, c'est une série dont j'avais jamais entendu parler. J'ai trouvé ça genre à 2 euros ou 3 euros, je sais plus, dans un Oz. Au milieu des restes de 48 heures BD qui traînaient dans les bacs. Donc, c'est a priori un manga qui finit par se trouver dans ce genre de magasin. Donc c'est pas un gage de qualité ou de pas de qualité, hein, c'est pas ce que j'essaye de dire. Mais disons que tu t'attends pas à un chef-d'œuvre absolu. Quand tu trouves un manga à 3 euros dans un Oz, quoi. Au milieu des 48 heures BD qui, eux, ont une raison d'être là, quoi. C'était des trucs pas chers à la base, je veux bien croire qu'il y ait du stock en trop, vu que normalement t'es censé les vendre que pendant les 48 heures en question. Mais voilà, quand il y a des séries qui ne sont pas concernées par des 48 heures BD ou qui, voilà, d'éditeurs un peu obscurs en plus, Kazoku, je sais pas trop ce que c'est comme éditeur. Ouais, non, j'ai vérifié que c'était bien l'éditeur Kazoku, parce que parfois c'est des labels sur des éditeurs plus connus. Ouais, non, du coup, je sais pas ce que c'est comme éditeur Kazoku, et voilà, c'est peut-être pour ça qu'il était là-dedans. Mais, quoi qu'il en soit, je pars pas avec un a priori trop négatif non plus, hein. C'est pas parce que j'ai trouvé dans un os qu'il est forcément pas bien, mais voilà, je m'attendais à pas grand-chose d'exceptionnel. Au final, je l'ai lu, ça se laisse lire, un peu cliché sur la caractérisation des personnages et tout, je trouve. Enfin, je veux dire, ils ont des comportements très dessins animés que tu trouves aléatoirement sur une chaîne quand tu zappes à la télé, quoi. Vous voyez, c'est des personnages très prévisibles dans leur dialogue et dans la façon dont ils se parlent et tout ça. Mais bon, c'est pas un défaut, enfin ça fait un poil amateur par rapport à d'autres mangas beaucoup mieux maîtrisés, mais je veux dire c'est un manga qui se lit quand même, quoi. L'histoire plutôt sympathique au niveau de ce qui se passe, je trouve, parce que c'est un peu dans mon délire. C'est l'histoire d'un type qui va se faire sacrifier par son maître, alors un peu à contre-cœur, hein, dans une porte magique d'où sortent les flammes de l'enfer, plus ou moins. Et pour contenir les flammes de l'enfer, faut sacrifier quelqu'un. Et du coup, c'est lui qui se retrouve à devoir être sacrifié. Sauf que, à force de passer du temps dans les flammes de l'enfer, il va finir par retrouver son corps, par se ressusciter plus ou moins. Et il va sortir des portes avec le pouvoir des flammes en lui. Et les flammes neutralisées, a priori. Donc, tant mieux, il n'est pas mort. Sauf qu'il se retrouve à être, on va dire 1000 ans dans le futur, je sais plus c'est quoi la vraie durée, mais voilà, longtemps dans le futur, et du coup, bah, il va vivre des aventures avec la princesse pour l'instant et sa garde du corps. Et c'est à peu près tout, quoi. Donc c'est une petite histoire sympathique, ça se lit. Après, est-ce que je courrais aller acheter le reste des tomes? Pas forcément. Mais si vous aimez bien les genres de délire un peu fantasy comme moi, ça passe tout à fait. C'est une histoire décente, on va dire. Après, ça se comprend que ce soit un petit éditeur qui l'ait édité et qu'on retrouve ça dans un os, quoi. C'est pas l'histoire du siècle. C'est pas le truc qui va te faire te réveiller le lendemain en mode ah, il me faut le tome suivant, il me faut le tome suivant. Mais, petite histoire sympathique. Et je veux bien croire qu'il y a des développements intéressants si on continue la série assidûment. Et pour finir, Shikabane Hime, donc qui n'est pas un manga qui m'a coûté 5 € comme le laisse penser cette étiquette, ça c'est l'ancienne étiquette qu'ils ont laissée. Au dos, si je vous montrais, vous verriez que je l'ai payé 50 centimes, donc ça c'est une bonne nouvelle. D'ailleurs, quand je l'ai payé, c'est plus ou moins le moment où j'ai eu un déclic. Et j'ai décidé de changer mon approche vis-à-vis de l'achat de mangas d'occasion. En fait, avant les mangas d'occasion, c'est un peu compliqué parce que j'en achète depuis des années et que mes critères ont évolué. Mais mes critères actuels, c'était les mangas d'occasion, j'en achète si c'est pas cher, ou si c'est une série que j'ai déjà commencé d'occasion. Ou, très rare cas, où c'est une série que je veux absolument et qui n'est plus disponible en neuf. Là, j'ai revu mes critères. Et je me dis, maintenant, c'est seulement si c'est une série que j'ai commencé d'occasion, si c'est une série qui n'existe pas en neuf,
et je pense que c'est tout. C'est-à-dire que maintenant, alors à part s'il y a vraiment une opportunité de malade où tu as toute la collection qui coûte tous à 50 centimes, tous en bon état, bon dans ce genre de cas je pourrais peut-être craquer, mais c'est d'ailleurs que maintenant je n'achèterai plus de séries qui existent en neuf d'occasion, même si c'est une bonne affaire. Vous voyez l'idée? C'est-à-dire même les tomes 1 à 50 centimes ou à 1 euro, si c'est pas une série si c'est une série que je peux trouver neuf ou que je peux commander neuf, je ne l'achèterai plus. Alors ça c'est sur le principe, encore une fois comme je vous ai dit, je peux y avoir des craquages, peut y avoir ah oui mais cette série là quand même, je la connais un peu, j'ai vu l'animé, machin, et puis il y a la moitié des tomes déjà, donc bon voilà. Mais tout ça c'est pourquoi? C'est parce que j'ai remarqué que les séries d'occasion, j'ai de plus en plus de mal à les lire, tout simplement. Pourquoi? Parce que je suis dans un état un peu spécial, où je me retrouve à du coup acheter le tome d'occasion, mais attendre pour le lire. Vous voyez par exemple j'achète le tome 5 d'occasion, parce que j'avais déjà les 4 les 4 premiers que j'avais eu il y a plusieurs années. Et du coup je me retrouve dans un état un peu hybride, où d'un côté, pour lire le tome 5, il faudrait que je me relise les 4 premiers, ce qui prend du temps et sur d'autres lectures et tout ça, donc c'est pas forcément l'idéal. Et en plus de ça, une fois que je les aurais relus les 4 premiers et que j'aurais lu le 5, je ne pourrais pas lire la suite, vu que c'est une série que je fais d'occasion. Vous voyez le problème un peu? Du coup, je me retrouve dans... à part quand c'est des tomes 1, quoi, je me retrouve dans des situations où mes tomes d'occasion stagnent dans ma pile à lire, dans ma pile de lecture, pendant 20 000 ans. Il y a encore des mangas d'occasion là que je crois vous avez vu dans la première vidéo collection où je vous montrais ma pile... Enfin non, c'était la partie 3 du coup, logiquement, où je vous montrais ma pile de lecture. Genre vraiment, c'était il y a plusieurs années pour ceux qui sont pas là depuis le début. Hein. Et du coup, voilà. Donc maintenant, nouvelle philosophie. J'achète des mangas d'occasion uniquement si, petit 1, c'est une suite de séries que j'ai déjà entamées d'occasion. Petit 2, c'est une série qui n'est pas disponible autrement. Et qui est à un bon prix. Ou qu'il me faut vraiment. Enfin, vous voyez quoi. Donc maintenant, ouais voilà, vous risquez de plus trop me voir. Si une série est disponible neuve, vous risquez de plus trop voir le tome 1 d'occasion débarquer comme ça. Alors à part peut-être s'il y a des délires d'édition, peut-être que cette édition là elle est plus disponible, mais celle d'avant, enfin voilà. Il y a toujours des petits couacs, des petits trucs que je peux faire pour ruser, pour contourner mes propres règles, mais tout ça pour dire que voilà, c'est un peu ce moment là qui m'a fait le déclic, parce que il y avait cette série là et une autre, c'était Under Ninja je crois, ou un truc comme ça. Non c'est pas ça Under Ninja, je confonds avec autre chose. Bon, il y avait une série de ninja, d'accord. Et du coup, j'ai pas pris le ninja parce que le ninja, il n'était pas marqué comme étant plus disponible en France, tandis que lui, par contre, il n'est plus édité en France a priori. Ah bah oui, en plus c'est Kazé. Kazé, c'est eux qui se sont fait racheter par Crunchyroll là, donc ouais. À mon avis, c'est plus disponible, sinon il y aurait une édition Crunchyroll. Du coup, voilà. Maintenant, nouvelle philosophie, et je vais arrêter de tourner en boucle sur ma nouvelle philosophie parce que vous êtes là pour entendre parler de ce manga que vous ne connaissez sans doute pas. Vu que c'est un peu vieux, enfin je crois qu'il y a eu un animé, donc peut-être que vous connaissez finalement, mais j'ai pas vu l'animé personnellement. Donc, Shikabane Hime, c'est quoi? C'est l'histoire d'une fille qui est morte, mais qui du coup est une sorte de zombie gentil. Et les zombies gentils, pour sauver leur âme, voilà, je sais pas si c'est une traduction bouddhiste ou si c'est une invention du manga, mais les prêtres bouddhistes qui la gèrent quoi dans l'organisation, ou shintoïstes, j'en sais rien pour être franc, pour sauver son âme, en gros, elle doit tuer ou neutraliser sans quelque chose autre, zombie, vous voyez. Donc en gros, pour devenir, pour sauver son âme et mourir et être en paix, tout ça, elle doit tuer 100 autres zombies qui eux sont des zombies méchants, enfin sont des 100 autres zombies, fantômes, trucs dans le genre quoi, c'est des esprits maléfiques quoi. Donc c'est zombies gentils qui doit combattre les esprits maléfiques, et c'est sous-entendu dans ce tome 1 qu'il y a d'autres zombies gentils, enfin ça s'appelle des Shikabane Hime je crois d'ailleurs, hein. Donc il y a d'autres Shikabane Hime qui elles aussi doivent vaincre des zombies et des fantômes et des trucs comme ça, pour que leur âme atteigne la paix. Et c'est sous-entendu aussi qu'il y a une histoire, une backstory un peu tragique, etc. etc. Donc voilà, série qui m'a pas transcendé, mais toujours sympa de découvrir un truc. Voilà, moi j'aime bien découvrir des choses, j'aime bien... voilà, c'est d'ailleurs un des trucs qui pourrait me faire craquer sur quand même acheter des séries qui sont disponibles neuves s'il y a un bon prix. C'est que moi j'aime bien découvrir une nouvelle série que rajouter une petite série à mon Pokédex mental, quoi. Donc là, nouvelle série sympathique. Pareil, je vais pas courir après les tomes, mais je suis persuadé que si tu laisses le temps et que tu t'investis vraiment, ça se développe plutôt de manière intéressante, quoi. En tout cas, il y a du potentiel.
Donc voilà, Shikabane Hime, petite série sympathique. Je suis toujours content d'avoir dans ces vidéos des séries un peu plus obscures, un peu plus vieilles, qui ne viennent pas naturellement dans mes achats, donc sympa d'être tombé dessus, quoi, surtout à 50 centimes. Voilà, donc c'est tout pour mes lectures manga du mois de mai. Donc vous voyez, j'ai pas lu grand chose, hein. Y a des mois où on va dire je suis plus distrait que d'autres, mais sympathique toujours d'avoir de la diversité, hein. On a des continuations, des fins bonus alors que c'était déjà fini, des trucs trouvés d'occasion, des trucs trouvés chez Nose. Enfin voilà, c'est toujours un bonheur d'avoir une diversité comme ça de séries et de lectures différentes à la fin quand on fait le bilan, parce que bah ça prouve que j'ai passé quand même un mois plutôt hétérogène en termes de lecture, et voilà, c'est toujours bien de voir que ça évolue, quoi. Je stagne pas. Ce que je veux dire, c'est que je stagne pas toujours sur les mêmes séries, que je continue. Il y a des découvertes, il y a des bonnes surprises, il y a des bons plans au niveau prix. Enfin voilà, il s'est passé des trucs, et je me contente pas juste de lire les séries que je suis, ce qui serait déjà bien en soi, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais voilà, vu que vous avez sans doute remarqué ces derniers mois, je ne commence plus de séries, hein, c'est pour des raisons de budget principalement. Donc c'est agréable de voir que les petits prix, les Nose, les magasins d'occasion, les trucs comme ça, me permettent quand même de continuer à découvrir des petits trucs à droite à gauche. Pareil pour les opérations, même s'il n'y en a pas là, les opérations tomes à 3 € ou 2 tomes pour le prix d'un. Ce genre de choses me permet aussi de temps en temps de commencer des nouvelles séries. Donc c'est quand même un bonheur, même si je vous cache pas que si on prend ici par exemple, j'ai quand même eu beaucoup plus de plaisir à lire cela que cela. Cela c'était des découvertes sympathiques, cela j'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture, vous voyez. Bon, du coup c'est pas pour rien que je les suis en même temps ces séries là, mais bon. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. C'était Japanman, à plus.